BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, il est 15h, je suis ravie de vous retrouver pour BFM Crypto, le club sur BFM Business, votre émission sur les cryptos. Vous le savez, c'est tous les jours entre 15h et 15h30 sur notre antenne. Vous pouvez nous poser vos questions, vous le savez, à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. On répond à vos questions. Le jeudi, c'est une émission spéciale. Et puis en attendant, évidemment, on parle d'actu. Aujourd'hui, on va parler de ce livre, Changement de paradigme, comprendre la révolution Bitcoin, avec son auteur Benoît Béranger qui est avec nous à distance. Nous sommes aussi avec Enzo Allo, CEO de cryptopatrimoine.fr. Bonjour Enzo, ravi de vous retrouver dans cette émission crypto. On va parler de politique monétaire, de crise, d'économie, peut-être des tops et des flops de l'été, des records évidemment de ces derniers jours. BFM Crypto, le club, c'est parti, soyez les bienvenus. On va peut-être commencer par les tops et les flops de l'été. C'est de bonne aloi, je pense. Enzo, on commence par les flops, peut-être, les mauvaises nouvelles. Pour commencer, ces cryptos qui n'ont pas tellement convaincu ces dernières semaines. Allez-y. Sur ces dernières semaines, on a quelques réactions un petit peu négatives sur les marchés, avec en premier Sky, qui est un jeton de DeFi, du coup jeton de gouvernance anciennement de Maker et DAI, donc le DAI qui est un stablecoin. Ouais. Moins 15% sur les 7 derniers jours. Alors j'ai fait ma petite recherche là-dessus. Il se trouve que c'est une crypto-monnaie qui est extrêmement concentrée. C'est-à-dire qu'un portefeuille détient 41,5% des tokens. C'est-à-dire pratiquement la moitié des tokens de Sky en circulation sont détenus par une seule personne et 4 personnes détiennent à elles seules 95,8% des tokens en circulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes-là font la pluie et le beau temps sur ce token. Ce qui est, par exemple, pour moi, un aspect extrêmement négatif dans la sélection de cryptoactifs que je vais pouvoir faire pour investir. Donc, en plus des performances, on va dire, un petit peu négatives dernièrement, on a quand même un gros risque de concentration sur ce token-là. Les deux suivants sont des tokens, ce qu'on appelle de meme en anglais. Les meme coins. Voilà, des meme coins, qui sont des tokens, on va dire, communautaire. Ouais. Le premier, donc, c'est Pump.fun, moins 12% sur les 7 derniers jours, qui est un meme coin développé sur Solana et Blast, qui utilise un principe quand même assez intéressant, c'est pour ça qu'il a cartonné dernièrement, qui s'appelle le Banding Curve. C'est quoi ? Alors, le Banding Curve, c'est un mécanisme qui consiste à adapter le prix de chaque jeton nouvellement émis. Vous savez que sur des crypto-monnaies, vous avez sur certaines des jetons qui sont créés régulièrement. Et bien là, le prix de ce jeton créé est en fonction de l'offre et de la demande de ce jeton en question. Donc, c'est un principe assez intéressant. En revanche, il y a une faille de sécurité en mai 2024 par un salarié de la société elle-même pour plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui fait que ça fait une réputation un petit peu sulfureuse. C'est pas la première fois que ça arrive, cela dit. Non, malheureusement, mais là, c'est des problèmes internes. Donc, c'est vrai que le dernier en date, le plus gros était FTX. On voit comment ce que ça peut donner quand on n'a pas un contrôle des salariés dans des institutions financières, de contrôle en tout cas. Et le dernier, SPX 69 000. Alors là, c'est une parodie du S&P 500 qui se veut un mème à 100%. Il n'y a aucun projet technique derrière. Alors, sûrement ça le problème. Probablement. Alors après, on pourra regarder. On va dire que Shiba Inu, Dogecoin, etc. sont des projets également communautaires, mais beaucoup plus anciens, avec de plus grandes communautés. Là, ça essaye de surfer sur la vague. On a un portefeuille qui détient 16% des jetons en circulation. Et ensuite, on en a une dizaine qui détiennent entre 3 et 1%, ce qui fait que c'est quand même beaucoup moins concentré que Sky, par exemple. En revanche, comme je le disais, aucun projet. Alors, comment est-ce qu'on décide de la valeur ou est-ce qu'on génère de la valeur ? Elle est uniquement dans la confiance que ceux vont bien vouloir mettre dans ce token-là. Donc, un petit peu particulier, assez risqué sur ce flop. Voilà pour les flops. On passe au top ? Passons au top. Top 3, donc dans le premier, OKB, plus pratiquement 60% sur 7 jours. Alors, c'est un utility token de la plateforme OKX, qui en août a racheté pour 7,6 milliards de tokens. Donc, c'est quel effet ? Ça veut dire qu'en même temps, ils en ont brûlé une grande partie. Donc, vous avez forcément une explosion du cours de bourse, puisque si on détruit une partie de la réserve, mais qu'on garde le même capital, on a forcément facialement, nominalement, le prix de la crypto qui va se faire ressentir. Donc voilà, c'est, on va dire, des concurrents directs à Binance. Donc si vous voulez jouer, par exemple, un challenger sur tout ce qui va être plateforme d'échange qui dispose d'une crypto
on va dire, intégré, on va dire, comme pour Binance, le Binance Coin, hein, qui est une crypto centralisée pour Binance. Ben là, pour OKB et OKX, c'est la même chose. Voilà, on va essayer de dire que c'est un challenger, un concurrent de Binance. Le deuxième top. Le deuxième, Morpho, plus 25% sur 7 jours. Donc là, c'est de la DeFi, je pense un petit peu porté par les nouvelles réglementations sur le prêt et les crédits collatéralisés sur les crédits. Donc là, c'est ce qu'on appelle du lending, c'est du prêt en crypto, en protocole informatique de DeFi. Elle fait partie des top 10 en termes d'applications DeFi avec le plus de TVL. Alors, excusez-moi, c'est encore un petit peu technique. C'est technique, allez-y. La TVM, c'est la Total Value Locked, c'est-à-dire que des crypto-monnaies utilisées pour la DeFi vont permettre d'utiliser différents protocoles financiers, comme du prêt, par exemple. On vient d'en parler juste avant. Le prêt, ça veut dire que vous allez devoir injecter de l'argent en collatéral dans la crypto en question. La TVL, c'est l'ensemble de tous les montants de toutes les crypto-monnaies investies dans les différents protocoles sous-jacents. Donc, par exemple, le plus gros aujourd'hui, c'est Lido. Après, c'est AV. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur Lido, je crois qu'on est en milliards, quelques dizaines de milliards de valeurs qui sont stockées dans cette blockchain. Donc, la TVL, c'est un indicateur extrêmement important sur, on va dire, la vélocité et en tout cas l'utilisation réelle d'une crypto. Une crypto-monnaie qui va vous présenter des projets DeFi mais qui ne possède pas de TVL est une crypto-monnaie risquée puisque vous n'aurez probablement pas le collatéral en face ou pas les mêmes notions de risque, etc. Donc, assez important, c'est un petit indicateur facile à regarder. Et Morpho, donc c'est 7 milliards de dollars quand même qui sont loqués. Le troisième, c'est AV, j'en parlais juste avant, plus 16% sur 7 jours. Donc là, c'est la deuxième plus grande application. Hein. Comme je le disais, la première étant Lido. En termes de TVL, donc il y a 39 milliards. Oui. Et donc là, AV est plutôt connu de l'ensemble, je pense, des utilisateurs crypto assez... alors, pas les néophytes. Hein. Quand on est néophyte, on utilise un petit peu moins ce genre de choses. Hein. On est sur des niveaux un peu plus avancés, intermédiaires plus. AV, protocole de liquidité, protocole de DeFi qui peut servir à tout plein de choses. Et donc, le cours s'en fait ressentir aujourd'hui. Les tops et les flops d'Enzo Allo, vous allez le retrouver toutes les semaines, quasiment sur BFM Crypto, le club. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On les lui posera, comme ça, il y aura des réponses très précises sur ce plateau. BFM Crypto, le club, c'est aussi la crypto pour tout le monde. Et on en parle avec vous, Benoît Béranger. Vous êtes auteur du livre, ce livre que je tiens entre les mains, Changement de paradigme, comprendre la révolution Bitcoin. Vous êtes aussi président de l'association Normandie Bitcoin. Merci d'être en direct avec nous dans cette émission. Il est très très bien fait, votre livre. Il est court, il est facile à comprendre. Ça se lit d'une traite. Il y a un dictionnaire, il y a un résumé de ce qu'est notre système monétaire, de comment il fonctionne. C'est un livre d'éducation financière en quelque sorte. Pourquoi vous l'avez écrit? Pourquoi vous avez ressenti ce besoin, Benoît Béranger? Oui, merci d'abord pour votre invitation. Alors, je l'ai écrit puisque justement j'ai constaté au fur et à mesure du temps, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne Bitcoin, que j'organise des événements, que finalement il y a un problème principal à l'adoption de Bitcoin, c'est le manque d'éducation financière de manière générale en Europe, mais surtout en France. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et aussi pour parler de ce changement de paradigme, puisque finalement, moi le premier, quand j'ai découvert Bitcoin, alors j'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait, mais j'ai surtout mis quasiment 10 ans à comprendre vraiment ce qu'était Bitcoin et quelles étaient les implications, les changements que ça allait provoquer dans la société, dans l'économie. Et donc c'est ça finalement que j'essaie de transmettre à travers ce livre. C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est que là où le bas blesse, ce que vous dites dans ce livre, c'est que personne n'a réellement en effet d'éducation financière. L'école ne parle pas d'argent et on passe presque quasiment de l'argent que nous donnent nos parents à comment acheter un appartement sans explication entre les deux. On fait un peu comme ce qu'ont fait les autres avant nous, sans explication détaillée. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas comment gérer l'argent. Alors, on ne sait pas le gérer et on n'a pas de notion de base finalement à la fois pour gérer son argent, pour le conserver dans le temps, pour comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le système actuel. Et c'est pour ça qu'effectivement, on ne comprend pas forcément qu'est-ce que Bitcoin peut apporter.
Oui, effectivement. On va voir ce que Bitcoin peut apporter, parce que ce que vous dites dans votre livre, c'est que cette situation financière qui nous inquiète, par exemple, en ce moment, ces économies qu'on doit faire, cette dette colossale, c'est pas seulement le résultat de politiques économiques qui sont succédées depuis des années, c'est aussi l'effet de notre système monétaire unique. Vous dites que les crises sont cycliques, qu'elles reviennent sans cesse et que malgré tout, sans cesse, on ne combat pas leurs causes. Oui, alors effectivement, le problème des crises cycliques, ça vient notamment du fait que la monnaie est gérée de manière centralisée. Actuellement, on sait que les monnaies comme l'euro ou le dollar sont gérées de manière centralisée et que donc il y a un interventionnisme qui est même plutôt bien vu en général. Hein. Donc voilà, on se dit, ok, c'est bien, la Banque centrale, elle peut intervenir pour entre guillemets, régler les crises, mais finalement, ça fait qu'aggraver le problème. Voilà, c'est des crises comme ça successives qui se répètent, on le voit régulièrement. Avec Bitcoin, effectivement, aujourd'hui, on a une volatilité qui est encore assez élevée, mais qui diminue avec le temps. Hein, voilà. On voit bien que la volatilité, elle baisse d'année en année. Et donc, il n'y a personne pour changer, par exemple, la quantité de monnaie en Bitcoin. Personne ne peut changer la quantité de monnaie. Donc, il n'y a pas d'interventionnisme possible. Et donc, le marché se régule par lui-même. Et ça va de mieux en mieux, comme je disais, avec le temps. C'est vrai qu'au début, on voit bien que quand il y a, au tout début de Bitcoin, quand il y a beaucoup de demandes, par exemple, les prix vont exploser. Voilà, et puis on a le phénomène un petit peu de bulle, puisqu'au bout d'un moment, ça rebaisse, les gens prennent peur, ils vendent, etc. Et on voit qu'avec le temps, finalement, ça se régule de plus en plus, et on va arriver vers un fonctionnement finalement beaucoup plus sain que ce qui est fait avec des monnaies centralisées aujourd'hui. Vous restez avec nous, Benoît Béranger. Vous vouliez intervenir, Enzo? Effectivement, je pense que le plus important pour bien comprendre Bitcoin, c'est effectivement de comprendre aussi notre réglementation du système monétaire classique aujourd'hui. Comment est-ce qu'évolue l'euro? Comment est-ce qu'évolue l'euro par rapport au dollar, les monnaies, etc. Et surtout de voir ça avec autre chose qu'un point de vue d'un œil de quelqu'un d'un pays développé. On a la chance d'être dans un pays développé. En fonction de là où on se situe sur la planète, l'impact des gouvernements, des politiques monétaires peut influer énormément sur les particuliers. On peut penser à la livre turque en 2017, on peut penser à beaucoup de pays qui ont vu leur monnaie s'écrouler. Il est important de comprendre effectivement, comme le dit Benoît, de comprendre les deux modèles et surtout la limitation d'une réserve, l'impact que ça a sur la création de valeur, parce que ce qu'on a besoin, nous, c'est d'échanger de la valeur, pas de l'impression monétaire à tout bout de champ. Donc c'est vrai que voilà, ça rejoint bien les deux, et la volatilité, effectivement, là, pour le coup, comparé à quelques années où on avait une forte volatilité, je pense que ça va continuer à diminuer, et ça, je pense que c'est lié aux institutionnels, qui ont des positions beaucoup plus longues que les particuliers, qui peuvent accepter des pertes momentanées beaucoup plus fortes et qui ont des visions beaucoup plus longues également. Leurs stratégies, effectivement, sont construites et qui ont plus d'argent. Donc, c'est sûr que les mouvements ne sont pas les mêmes. C'est important ce que vous dites. Ce qui est intéressant dans votre livre, Benoît Béranger, c'est que vous parlez de Bitcoin presque uniquement comme moyen de paiement. En tout cas, vous insistez là-dessus. Vous ne parlez pas trop de l'épargne à la limite, mais plus des moyens de paiement. Je trouve ça très bien pour éduquer. En revanche, ce que vous ne dites pas, c'est que quand on paye en Bitcoin, on paye aussi des impôts dessus à chaque fois que ça sort. Est-ce que ce n'était pas un détail important? En tout cas, en France, on sait bien que la fiscalité, elle est partout. Oui, alors en fait, les deux aspects sont importants, Bitcoin comme réserve de valeur et Bitcoin comme moyen de paiement. Alors c'est vrai qu'en France, la législation n'est pas très favorable au paiement en Bitcoin, mais c'est, j'espère, quelque chose qui va changer. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je préfère pas parler de ce sujet, sachant que, en tout cas, l'écrire, puisque ça peut évoluer dans le temps, premièrement. Et que deuxièmement, voilà, je suis pas un expert de la fiscalité. Je me concentre sur l'éducation, l'adoption et aussi la partie technique. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais c'est vrai, vous avez raison de le préciser, que la loi aujourd'hui est conçue d'une certaine manière que finalement, c'est pas très pratique d'utiliser Bitcoin comme monnaie si on veut effectivement respecter
voilà, la loi. Ce que vous dites dans votre livre, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot pour conduire une voiture. Vous le dites à la fin de votre livre. Alors, je suis d'accord avec vous sur. C'était vrai sur le système monétaire traditionnel, celui qu'on utilise tous les jours. On n'a jamais eu besoin de savoir comment ça fonctionnait techniquement pour s'en servir. Est-ce que c'est pas un petit peu plus le cas justement sur Bitcoin, qui a suscité beaucoup de méfiance à ses débuts, qui a été assimilé à des réseaux criminels? Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas davantage insister sur la technique, sur la blockchain, sur comment ça fonctionne, ces écritures numériques, pour finalement amener les gens à se mettre davantage à Bitcoin? On peut reprendre le parallèle avec Internet. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre Internet et Bitcoin. Quand on utilise Internet, effectivement, c'est bien de savoir un minimum comment ça fonctionne, notamment pour des raisons de sécurité. Voilà, qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien, pas ouvrir des pièces jointes d'inconnus, par exemple. Donc voilà, il y a des principes de base à respecter, mais pour autant, je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent par cœur comment fonctionne TCP/IP ou ce genre de protocole. Donc voilà, c'est un petit peu le même niveau. Sur Bitcoin aujourd'hui, c'est bien sûr très important qu'il y ait de l'éducation, savoir comment globalement ça fonctionne et aussi pourquoi Bitcoin est différent des autres cryptos. Bon, vous parlez de blockchain, je pense que la blockchain, c'est finalement un détail par rapport à la preuve de travail, qui est extrêmement importante dans le fonctionnement de Bitcoin, et de comprendre ce lien en fait avec l'énergie, par exemple. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui hésiterait à se mettre à Bitcoin? Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui trouvent ça intéressant sur le papier, mais qui n'osent pas franchir ce pas. Vous leur dites quoi? Alors, premièrement, j'ai pour habitude de ne pas forcer les gens, voilà, qui ne s'intéressent pas à Bitcoin ou qui ont peur. Mais effectivement, la première réponse, c'est de s'éduquer, voilà, de s'informer sur, comme je le fais dans mon livre, le système actuel, comment ça fonctionne, et du coup de comprendre pourquoi Bitcoin est une solution. Après, au niveau de la peur, c'est normal. Voilà, toute nouvelle technologie, et on peut encore reprendre le parallèle avec Internet, suscite des peurs au début. Avec l'adoption, bien sûr, ces peurs vont diminuer. Plus de personnes vont adopter Bitcoin, plus tout le monde va constater que finalement, ça se passe bien. Voilà. Et puis sinon, c'est de se faire accompagner effectivement par des professionnels, par exemple, pour démarrer en toute sérénité. Enzo, peut-être que l'un des arguments, c'est le record qui a été battu cet été. À chaque fois qu'il y a un record, il y a des envies, et puis on se dit « Ah ben c'est trop tard, il est trop haut ». Là, alors pour le coup, ça fait 5 ans que je suis conseiller spécialisé là-dessus, et j'ai à peu près vu, je pense, toutes les attitudes d'investisseurs. Quand c'est trop haut, on a peur. Quand c'est trop bas, on se dit ça va continuer d'aller bas. Donc il y a toujours un retard fait de la part des investisseurs si on se base uniquement sur le cours. Je pense que c'est pas une bonne donnée à regarder, surtout que ça va jouer beaucoup sur la temporalité. Si je veux être investi pendant 10 ans, qu'il soit aujourd'hui à 124 000, je m'en fous. Si je veux investir en 6 mois et gagner l'argent en 6 mois, donc la notion de temporalité est déjà extrêmement importante. Là où je rejoins Benoît, c'est qu'effectivement, on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas. Donc, en tant que conseiller, je ne vais jamais aller pousser Bitcoin à quelqu'un qui se sent réticent, qui a peur, et qui, pour le coup, ça va créer que des problèmes. Donc, on investit d'abord dans ce qu'on connaît, on y va pas à pas. On investit d'abord peut-être quelques dizaines, centaines, milliers d'euros avant d'aller beaucoup plus fort. On regarde effectivement les impositions, comment ça va nous impacter sur mon patrimoine, si j'ai des enfants, si je suis marié, etc. Si je veux cash-in à 5 ans, à 10 ans, à 2 ans. Donc tout ça, en fait, c'est un projet d'investissement. Ça serait pas, j'investis pas comme ça. Normalement, ça se réfléchit un petit peu, se faire accompagner. C'est vrai que ça peut faciliter quand on n'est pas habitué. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut être, en revanche, alors ça, c'est mon avis personnel, c'est une erreur de ne pas en avoir un petit peu en portefeuille aujourd'hui, en fonction de son patrimoine. Je pense qu'avoir entre 1 et 3% de son patrimoine c'est pas beaucoup. Liquide, c'est peu. Ouais. Mais je veux dire, c'est déjà une première participation, un premier pied à l'étrier. Et puis quand je vais voir que mes euros perdent de la valeur chaque année et que je vais voir que mes bitcoins gagnent de la valeur chaque année, petit à petit, je vais m'adopter tout seul à cette technologie. Et puis l'euro numérique qui va arriver dans 2 ans va selon moi, faciliter l'adoption de beaucoup de particuliers. Et donc, c'est encore qu'une question de temps. Il faut se rappeler qu'on n'est encore qu'au début, en fait. Ceux qui disent que c'est trop tard, on leur dit quoi ? À 6 mois, si je veux investir et gagner l'argent en 6 mois, c'est trop tard, oui. C'est sûr que ce n'est pas le bon moment. Si je veux investir et avoir une diversification, comme je pourrais acheter de l'or ou je pourrais acheter une œuvre d'art, pour moi, on est un petit peu sur ce type d'actifs qui sont limités.
j'en achète un petit peu tout le temps. Malheureusement, j'aimerais pouvoir en acheter qu'à 3 000 euros, mais bon, je continue à en acheter à 120 000, 100 000, je veux dire. Tout le monde continue à en acheter. Et on pense que les cycles sont respectés, que l'automne, ça va baisser, ou finalement, ces cycles-là ont changé cette année et que ça va forcément être un peu différent? Peut-être que ça risque de changer. Historiquement, les meilleurs mois sont le mois de novembre, le mois de février. Donc, on va voir pour novembre 2025. Je pense que sur Bitcoin, sur le reste, c'est un peu plus... c'est un peu moins... La lecture est un peu plus compliquée, mais sur Bitcoin... Je ne suis pas inquiet à court, long, moyen terme. Ce qui est intéressant, Benoît Béranger, enfin, vous n'êtes pas le seul, évidemment, c'est un mouvement très connu de ne parler que de Bitcoin. Vous ne parlez que de ça dans ce livre « Changement de paradigme ». C'est vrai que quand on parle de crypto, la principale, c'est Bitcoin. On parlait des tops et des flops tout à l'heure. Il y en a des milliers d'autres. Il y en a même aussi une autre principale, Ethereum. Pourquoi vous êtes concentré uniquement sur Bitcoin ? Je pense qu'en fait, c'est la seule qui est utile réellement, et notamment à long terme. Quand on parle d'investissement à long terme, clairement, Bitcoin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elle sera toujours là. Voilà, et elle sera utile, elle aura de la valeur. C'est beaucoup plus réservé sur toutes les autres cryptos qui n'ont pas des fondamentaux solides. Voilà. Notamment en termes de décentralisation. C'est un problème qu'on retrouve sur tous les projets en fait, qui ne sont pas Bitcoin. Bitcoin est le plus décentralisé, le plus sécurisé. En tout cas, en termes d'usage monétaire, il n'y en a pas d'autre. Voilà, clairement, pour moi, c'est la meilleure forme de monnaie qui n'ait jamais existé. Et donc, je ne pense pas que ça va être concurrencé par quelque autre projet que ce soit. Après, il y a d'autres usages, effectivement, sur d'autres chaînes comme Ethereum ou d'autres concurrents. Mais ces usages-là, en fait, vont se retrouver sur des couches supérieures de Bitcoin dans l'avenir. On le voit déjà avec des langages comme Simplicity, si je me trompe pas, de Blockstream, ou des projets comme RGB, etc., qui vont pouvoir permettre des usages qu'on a aujourd'hui sur des chaînes qui ne sont pas décentralisées. Donc en fait, avoir des applications soi-disant décentralisées sur des chaînes qui ne le sont pas, je ne vois pas très bien l'intérêt. Enzo, vous en pensez quoi ? Pour le coup, la manière dont j'aime bien l'expliquer à mes clients, moi, c'est qu'il y a Bitcoin et qu'il y a tout le reste. Et le reste du monde, des cryptos. Le reste, c'est des projets. Oui. Bitcoin, on a compris le projet. Il y a une utilité de moyens de paiement, de réserve de valeur, d'unité de compte. Le reste, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Effectivement, aujourd'hui, je trouve qu'on manque de cas d'usage. Où vraiment... Enfin, quand j'ai commencé, la moindre chose où je pouvais me dire « Ah non, mais ça c'est excellent, non mais ça c'est le futur, c'est la super tech, etc. » En réalité, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ces sentiments-là sur les projets qui sortent. Les NFT, ça manque encore clairement de cas d'usage. Les smart contracts, c'est, je pense, la clé. Je pense que là, on aura le plus d'usage pour moi, c'est la tokenisation d'actifs. Des actifs financiers. Aujourd'hui, les marchés financiers, c'est des infrastructures vétustes, informatiques, qui coûtent très cher, avec plein d'humains. C'est pas efficace. C'est comparer la blockchain aujourd'hui au marché financier, c'est comparer les mecs qui tradaient avec des bouts de papier dans les années 60 quand Internet est arrivé pour acheter des actions. On est sur le même type de révolution en termes d'infrastructure. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est des projets de mutation d'infrastructures qui coûtent très cher pour les sociétés, pour des environnements bancaires. Ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés en termes de réglementation, même si aujourd'hui c'est un peu plus stable. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte, mais je suis persuadé qu'il y a effectivement, en termes de grande stratégie, la tokenisation d'actifs va être ce qui va faire une adoption des smart contracts et donc de blockchain autre que Bitcoin, par exemple. Pour autant, l'Ether a atteint son plus haut là. Oui. Est-ce que ce n'est pas un signe malgré tout ? C'est pas une raison de s'y intéresser ? Si. Ça fait partie des autres cryptos. Ether a un fonctionnement bien particulier qui n'existe pas dans Bitcoin et qui a récemment, dans les 2 dernières années, été implémenté dans Ethereum, qui est que chaque transaction brûle une partie des Ethers qui ont servi à faire cette transaction. Encore une fois, un petit peu dans un niveau technique, mais vous avez des Ethers qui sont émis continuellement, et vous avez une partie des Ethers qui sont utilisés, qui sont brûlés. Et en fait, j'ai une notion qui est que si j'ai plus d'Ethers qui sont créés que de ceux qui sont brûlés, j'ai pas d'effet déflationniste, comme ce qui est proposé par Vitalik Buterin dans cette récente modification. Là, ce qu'on voit récemment, c'est qu'on a un nouvel appétit de l'utilisation de la blockchain Ethereum de part des institutionnels qui prennent des positions pour sortir des ETF, pour essayer de préparer des projets, etc.
beaucoup plus long terme, qui crée de nouvelles transactions. On a un petit soubresaut des NFT depuis quelques mois, où ça revient un petit peu. Et en fait, j'ai une augmentation du nombre de transactions qui fait que je reviens à ce qu'on appelle une vélocité qui plaît un petit peu plus aux investisseurs. C'est-à-dire que j'ai des Ethers qui sont brûlés plus, alors pas aujourd'hui plus, mais en tout cas, le ratio d'Ethers brûlés par rapport à ceux qui sont créés diminue. Et donc, c'est un bon élément pour la crypto. Je ne pense pas, en revanche, que c'est ce qui justifie la montée très fortement récente là, qu'on a observée. Je pense que c'est plutôt l'attrait des institutionnels sur ce token récemment qui redonne un petit peu de souffle des investisseurs particuliers sur ce jeton. Parce que ce qu'on voyait dernièrement, c'était plutôt un arbitrage des altcoins vers Bitcoin, clairement. Oui. Pour terminer, vous avez fondé l'association Normandie Bitcoin. Vous vouliez parler de Orange Peel. C'est quoi, Benoît Béranger? Oui, alors Orange Peel, P-E-E-L, en fait, c'est le nom d'une nouvelle bière qui est basée sur le thème de Bitcoin. Voilà, donc c'est un projet collaboratif, communautaire de l'association Normandie Bitcoin. Et donc, c'est une bière artisanale, une bière blonde qui est brassée avec des écorces d'orange. Voilà, et je pense que c'est important aussi. Bon, là, c'est un exemple. Voilà, avec de la bière, on peut faire ça avec plein d'autres choses, mais aussi d'avoir des projets qui sortent uniquement du cadre monétaire et autres, ou des projets un peu sympas où on peut à la fois s'amuser, apprendre et puis faire connaître Bitcoin. Oui, c'est ça. Tous les moyens sont bons, Benoît Béranger. Je rappelle que vous avez écrit Changement de paradigme, comprendre la révolution Bitcoin en ce qui concerne la bière avec modération. Le Bitcoin aussi, d'ailleurs, on peut le dire, comme ça. Allez-y, mollo. Comprenez ce qui se passe avec modération, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Benoît Béranger, d'avoir été en direct avec nous. Merci, Enzo Alo-Silo de cryptopatrimoine.fr. On avait encore plein de thèmes, plein de choses à se dire. Il va falloir revenir dans cette émission. Avec plaisir. Évidemment. Vous continuez à nous suivre, émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.